Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Réunion du Haut Conseil de sécurité présidée aujourd'hui par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Retour ce soir sur l'inauguration de la troisième plus grande usine de dessalement d'eau de mer du pays à Qoudet Draouch à Taraf par le président de la République avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour. Cette réalisation renforcera la sécurité hydrique du pays. L'Algérie rejette les ultimatums et appliquera une réciprocité stricte à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France. L'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. L'Algérie perd une grande figure du soufisme, Mohamed Abdellatif Belkhaïd El-Adrissi El-Hassani, un homme de savoir reconnu pour son engagement en faveur de la modération et de la transmission du savoir religieux. Son portrait dans quelques instants. Nous vous parlerons par la suite de reconnaissance des crimes coloniaux français en Algérie. La récente déclaration d'un journaliste français comparant les crimes coloniaux en Algérie à un massacre nazi a relancé le débat. Des voix se sont élevées. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jeudi une réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est une avancée majeure pour l'approvisionnement en eau potable en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré hier la troisième plus grande usine de dessalement d'eau de mer du pays, située à Qoudet Draouch, dans la wilaya d'Al Taraf. Une infrastructure clé qui vient répondre aux besoins croissants en eau dans plusieurs régions, notamment à l'approche du mois du Ramadan. Retour sur cette inauguration avec Yasmine Massaoudi. C'est la troisième plus grande usine d'Algérie de dessalement d'eau de mer. Avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour, Qoudet Draouch comprend 37 réservoirs et 17 stations de pompage. Un projet d'envergure inauguré hier par le président de la République et lancé en concrétisation de son engagement de garantir l'approvisionnement des citoyens en eau potable avant le mois de Ramadan. Une réalisation qui reflète la volonté des plus hautes autorités de l'État de renforcer la sécurité hydrique du pays et de développer les infrastructures dans ce secteur. Et ce, dans le cadre d'une vision ambitieuse qui place l'Algérie sur le chemin du développement durable. À l'issue des deux exposés présentés par le PDG du groupe Sonatrach, le président de la République a souligné l'importance stratégique de ces méga-projets visant à la réalisation de la sécurité hydrique durable, saluant par la même occasion les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet vital. العاملات والعمال والتقنيين والإطارات الساميين والمسؤولين على هذه المشاريع. أذكر ما بينهم السيد وزير الدولة وزير الطاقة والسيد وزير الري والسيد المدير العام لسوناتراك وكل من شارك من بعيد أو من قريب بالكثير أو بالقليل في إنجاز هذه المشاريع العملاقة. مثل ما قلت يعني مشاريع اللي هي كلها شرف للجزائر المنتصرة اليوم. Le chef de l'État a affirmé qu'avec l'achèvement prochain des deux projets de Béjaïa et de Boumerdès, toutes les régions de l'est à l'ouest du pays seront desservies en eau potable. أتمنى إن شاء الله أن نتمم البرنامج كله بتدشين كذلك نتاع الكابجينات في بومرداس ثم مشروع بجاية إن شاء الله وتكون الحلقة اختتمت من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مرورا بالوسط. إن شاء الله الناس اللي شاركوا هذا تبقى في التاريخ.
Le président de la République a exprimé sa fierté quant à la parfaite cohésion et coordination entre les cadres et les travailleurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet stratégique. وفخور جدا 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 لأن الانسجام اللي موجود بين كل الإطارات القيادية والعمال والناس اللي يشتغلوا في ظروف صعبة وصعبة جدا بدون ما يتخلوا على التنسيق المحكم للوصول إلى هذه المشاريع. إن شاء الله نتمنى مشاريع ضخمة أخرى لبلادنا، هذه هي التنمية. ثم درنا وهران الجزائر والطرف 1 2 3 هذا هو. Réalisée par des compétences algériennes et des moyens technologiques modernes, cette usine de dessalement d'eau de mer permettra d'alimenter en eau potable les populations des wilayas d'El Tarf, d'Annaba, de Skikda et de Guelma. Ce programme national reflète les grandes avancées réalisées par l'Algérie en matière de renforcement de sécurité hydrique et de réalisation des grands projets à caractère stratégique. L'Algérie rejette les ultimatums et les menaces et appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Dans la montée en cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimées à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. Ce faisant, elle n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie, notamment en matière de protection consulaire de ses ressortissants. Les manquements constatés aux obligations nationales et internationales sont le fait de la partie française, comme en témoigne le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant de l'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même. L'Algérie, quant à elle, est attentive à sa position internationale et reste attachée au respect de l'intégralité du corpus juridique régissant les mobilités entre l'Algérie et la France, sans sélectivité et sans détournement de ses vocations, telles qu'elles ont été identifiées conjointement par l'Algérie et la France. Dans ce même esprit, l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. Enfin, toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, sera suivie de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature, sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. Ainsi, l'extrême droite française revancharde et haineuse aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise en service de basses œuvres politiciennes indignes d'elle. Fin de ce communiqué. L'Algérie perd une grande figure du soufisme, un homme de savoir, un guide spirituel connu pour son engagement en faveur de la modération et de la transmission du savoir religieux. Le président de la République lui a rendu hommage dans un message de condoléances, saluant un érudit au service de la foi et de la nation. Son portrait avec Emina Seydji. Figure emblématique de la tariqa belqaïdiya al-Habriya, Cheikh Mohamed Abdel Latif Belqaïd s'est illustré comme un pilier du soufisme en Algérie. Né le 28 octobre 1937 à Tlemcen, il fut l'un des éminents savants du rite melekite. Formé dès son plus jeune âge par son père en fiqh et en sciences de la sharia, il a également appris le Saint-Coran auprès de son oncle. Cheikh Mohamed Abdel Latif Belqaïd a consacré sa vie à l'enseignement du Saint-Coran. Il a étudié les sciences de la langue et de la littérature arabe auprès d'une pléiade de chouyours. Partisan de la modération et de la non-violence, il est le fondateur de la Zawiya Belqaïdiya dans le village de Sidi Marouf à Oran, où il résidait. De nombreux oulémas, docteurs et étudiants venus de différents pays du monde musulman ont reçu leur enseignement à la Zawiya. Les Durus Mohammediya, institués il y a de cela 2 décennies, témoignent de son engagement à transmettre un enseignement empreint de sagesse et de modération. Son héritage, riche de connaissances et d'un profond attachement à la tradition, demeure un phare guidant ceux qui cherchent à préserver l'identité du peuple algérien.
À Genève, l'Algérie renforce son engagement en faveur de la justice sociale. En marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère des affaires africaines, Lounès Magraman, a officialisé l'adhésion de l'Algérie à la coalition mondiale pour la justice sociale, une initiative de l'Organisation internationale du travail. Cette démarche traduit la volonté du pays de promouvoir des sociétés plus inclusives et solidaires à travers de majeures réformes. Des réformes qui témoignent de la détermination du président de la République à ancrer un modèle de justice sociale et durable. Et au-delà des questions sociales, l'Algérie a plaidé pour l'octroi du statut d'État d'observateur à la Palestine au sein de l'OIT, dans la continuité de son engagement en faveur des justes causes. Un positionnement clair sur la scène internationale qui témoigne d'une politique axée sur l'équité et le multilatéralisme. Une vérité qui dérange. Reconnaître les crimes coloniaux français en Algérie, c'est mettre fin à des décennies de déni. Une récente déclaration relance le débat. Un journaliste français a comparé les crimes coloniaux en Algérie au massacre d'Oradour sur Glane, un village français détruit par les nazis en 1944. Un constat, à vrai dire, insupportable qui divise l'opinion. Des voix se sont élevées pour crier à la provocation. Sabrina Keshroud. Et ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Comme un miroir tendu où la France peine à se regarder. Il s'agirait alors d'admettre que les crimes coloniaux contre l'humanité sont une réalité. Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Dire la vérité et recevoir en retour la vindicte de la fabrique de l'opinion de droite, chaîne d'information continue en tête, qui fait la pluie et le beau temps en France. Lorsque le bourreau endosse la robe du juge et condamne celui qui dit la vérité, c'est là tout le climat du débat public en France, pays incapable de voir en face son passé. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai quand même les chakras ouverts. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Cet analyste de la politique française, régulièrement présent à la télévision et à la radio, a comme ouvert une boîte de Pandore et fait, depuis ses propos, l'objet d'une violente campagne de dénigrement pour donc avoir simplement dit la vérité. Des plateaux devenus des rings où les voix soutenant les faits peinent à se faire entendre et sont sans cesse interrompues et culpabilisées. Je peux jamais terminer. D'abord, vous allez même sur des sujets aussi sensibles que cela, en me disant que je raconte n'importe quoi. Tout cela pour porter une parole avérée. En tout cas, il y a des villages entiers qui y sont passés. Il y a en effet eu des populations entières qui ont été mis dans des grottes et qui ont été asphyxiées par les fumées des feux. Je termine par le 8 mai 45 avec le massacre de Sétif et j'ai terminé mon émission. Monsieur Apathy, justement, se trompe. C'est pas des centaines de villages, c'est des milliers de villages, Monsieur Morandini. Des milliers de villages. Et je vais vous dire, j'ai la chance d'être à la tête du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, qui est une organisation qui regroupe toutes les diasporas les plus représentées en France, donc issues du continent africain, dont une forte communauté algérienne. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Des centaines, mais des milliers de villages qui ont été massacrés. Si donc les provocations et les polémiques se multiplient côté français contre l'Algérie, appuyées systématiquement sur des contre-vérités et des mensonges historiques, les faits sont têtus et désormais soutenus par des personnalités politiques et médiatiques. L'extrême droite et ses porte-paroles ont beau l'étouffer, certains n'hésitent plus à qualifier le génocide des Algériens par la France coloniale. Il faut avoir une négociation globale par des diplomates professionnels et mandatés pour ça. Et donc il y a la reconnaissance par la France du génocide algérien. On parle quand même d'1 million de morts au 19e siècle. La France n'a toujours pas reconnu le génocide algérien. Je ne pense pas que le génocide algérien soit un sujet dont on se fout. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Quand je dis génocide algérien, c'est que on parle d'1 million de morts au 19e siècle sur une population de 3 millions d'habitants. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent bien compte. Et d'ailleurs, c'est en soi une preuve qu'il y a un problème de mémoire là-dessus, c'est que là, je vous dis ça, et il y a un certain nombre d'auditeurs qui l'apprennent au moment où je vous le dis. Il y a ça dans l'histoire de France, et c'est il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Et le fait de reconnaître l'existence du génocide algérien par la France, j'allais dire,
pour moi, est un sujet même moralement très important. Le supposé pays des droits de l'homme dévoile son véritable visage sous le masque de la défense d'une liberté d'expression à géométrie variable. Depuis plusieurs années, une mécanique bien huilée s'active chaque fois qu'une vérité sur la France coloniale émerge, donnant la part belle à la parole d'extrême droite et cornérisant systématiquement les voix factuelles et modérées. Dans un tel paysage, avec une Algérie et des Algériens cibles favorites depuis plusieurs mois, la polémique ne désenfle pas, pour le moment. Les accords d'Aix-les-Bains qui ont marqué l'indépendance du Maroc. Derrière ces accords, des clauses discrètes ont maintenu l'influence économique de la France sur le pays. Aujourd'hui encore, certains parlent d'une souveraineté incomplète, d'un néocolonialisme déguisé qui continue de profiter à la France avec la complicité du pouvoir en place. Une histoire certes méconnue, mais dont les conséquences sont bien visibles. Badé Amarni. En 1955, les accords d'Aix-les-Bains ont été signés entre la France et le Makhzen. Suite à cet accord, le Maroc a bénéficié d'un simulacre d'indépendance avec la consécration d'un colonialisme français, autant économique que politique. Suite à ces accords, la France a mis main basse sur les richesses du Maroc en dictant ses propres politiques au détriment des Marocains contraints à vivre des conditions difficiles. Les historiens marocains n'ont pas beaucoup évoqué les pourparlers d'Aix-les-Bains car les voix sont muselées. Nous n'avons pas encore pris notre indépendance, nos terres sont spoliées. Les clauses non annoncées de ces accords restent à ce jour en vigueur. Les richesses du Maroc, comme le phosphate, l'or, l'argent ou encore les ressources en eau, ont été bradées au profit de la France qui accapare la quasi-totalité de ses richesses. Le reste revient à la monarchie marocaine. À ce jour, les revenus du phosphate sont reversés à la France à hauteur de 60%. Aix-les-Bains n'était pas de simples accords, mais bien plus que ça. Un néocolonialisme sous des formes détournées que la France s'applique à préserver en contrôlant ouvertement l'économie du Maroc, ses infrastructures de base, avec la complicité du Makhzen. Ce soir, à partir de 21h, vous pourrez suivre un reportage intitulé « L'ennemi vert » réalisé à partir de déclarations exclusives de personnalités du monde des médias espagnols et hommes politiques qui estiment que le Makhzen est un ennemi auquel on ne peut faire confiance et constitue une des causes derrière les menaces que connaît la région, notamment en ce qui concerne le soutien au terrorisme, le trafic de drogue, l'espionnage et le chantage à travers le programme Pegasus. Un reportage à suivre à partir de 21h sur les chaînes de la télévision nationale et demain à 22h sur Canal Algérie. Après les nombreux revers qu'a essuyé le Maroc sur la scène internationale, en voilà un nouveau qui met en difficulté le Maroc sur le terrain de football. Cette fois-ci, le tribunal arbitral du sport de Lausanne a rendu son verdict sur l'affaire des maillots du RS Berkane, club marocain. Une décision qui tranche en faveur de la Fédération algérienne de football et de l'USM Alger. Ramzi Mhamdi. Bien mal acquis ne profite jamais, dit l'adage, et qui s'est confirmé à travers la réhabilitation de l'Algérie dans son droit, après l'élimination injuste de son représentant en demi-finale de la Coupe de la CAF. Ainsi, le recours du club usmiste auprès du tribunal arbitral du sport de Lausanne, dans l'affaire de la carte imaginaire, a porté ses fruits. En annulant la décision douteuse de la CAF concernant le maillot de l'AS Berkane, qui comportait un symbole politique. Un acte contraire au règlement de l'instance africaine qui insiste sur la séparation du politique et du sportif. Le TAS a donc accepté le recours introduit par la FAF contre la CAF et la Fédération marocaine et du club de Berkane qui voulait jouer avec un maillot comportant une carte du Maroc, incluant les territoires occupés du Sahara occidental, ce qui est contraire aux résolutions de l'ONU. Cette décision du TAS est une victoire pour un sport sain, respectant les lois que les clubs doivent respecter dans les compétitions continentales, ce que la formation de Berkane a bafoué, s'appuyant sur l'actuel président de la Fédération marocaine de football, qui n'est autre que l'homme des sales besognes. Ce pari perdu qui tombe comme un château de cartes est en fin de compte une victoire pour une juste cause, mais surtout une gifle pour le Makhzen, qui enregistre un nouveau revers diplomatique sur la scène internationale. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a supervisé les activités de commémoration de la Journée mondiale de la protection civile. Brahim Merad a souligné à cette occasion l'importance des efforts déployés par ce corps pour assurer la sécurité des citoyens et protéger leurs biens.
Le ministre a également mis en avant le rôle crucial des équipes de la protection civile dans la gestion des crises et catastrophes. Cette journée est une opportunité pour sensibiliser le public à l'importance de la prévention et de la réactivité face aux urgences. Brahim Merad a aussi annoncé que les efforts déployés pour renforcer les capacités humaines de ce corps se poursuivent avec l'approbation d'un important processus de recrutement pour plus de 2200 postes, y compris les officiers, sous-officiers et personnels civils assimilés. Vous le savez, nous sommes à la veille du mois sacré de Ramadan. Illustration ce soir à Biskra, où les marchés prennent des allures de fête. Là où les épices sont reines, elles apportent cette touche de saveur inimitable au plat du mois de Ramadan. Les familles s'affairent en tout cas à remplir leur panier entre tradition culinaire et convivialité pour un mois haut en couleur et en goût. Naïm Al-Walish, reportage. À J-2 du mois sacré, les vendeurs d'épices sont pris d'assaut par ménagers et ménagères qui se fournissent en condiments dont certains sont des incontournables de la table du Ramadan. Outre le cumin, le poivre noir, le paprika et la cannelle, la star des stars, celle que tout le monde s'arrache, c'est Ras El Hanout, la reine des épices, composée de pas moins de 13 condiments. La vente, c'est très demandé à Biskra. C'est les épices, surtout Ras Hanout. C'est un épice spécial à Biskra. Il a un goût spécial. Et les fric charba. Ils viennent de part ici de Biskra, Zerib Louad. Généralement, c'est Zerib Louad. J'ai un petit budget de 3000 dinars. Je vais juste acheter Ras El Hanout, du piment fort, poivre noir, fric et c'est tout. J'ai acheté des épices spéciales sauce rouge et spéciales sauce blanche pour 1500 dinars. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en cette période, les vendeurs d'épices qui réalisent 70% de leur chiffre d'affaires en le vent en poupe. Réputé pour la qualité de ses condiments, Biskra est une destination très prisée pour l'achat d'épices. Je suis venu de Hassim Saoud, j'ai acheté le fric, paprika, piment fort, gingembre, curcuma, des épices que j'utiliserai jusqu'à l'Aïd et ça m'a coûté la coquette somme de 6000 dinars. Les épices Zeribia sont très célèbres ici. Il y a un mouvement spectaculaire à l'approche du Ramadan. Ils viennent des 58 wilayas pour s'approvisionner chez nous. Particulièrement animé, c'est au marché que sont concentrés la plupart des épiciers, offrant une très large gamme de condiments, dont certains comme le piment fort, la coriandre ou Ras El Hanout sont produits dans la région, d'où leur qualité exceptionnelle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour le journal de la mi-journée à midi, vous retrouverez Melim Damis. Quant à moi, je vous retrouve demain soir pour le journal de 19h. Excellente soirée à vous.